Très bien. On attaque le programme de l'après-midi. Pour cet après-midi, on commence avec une table ronde avant de passer à une autre partie beaucoup, on va dire, plus intéressante également en termes de retour d'expérience. Cette table ronde, on a notre collègue Emmanuel Letouzé, qui est le fondateur de Datapop Alliance, qui est aux États-Unis, qui est en ligne. Et puis, on a nos invités qui sont sur place, pas en distanciel, mais en présentiel. Et je vous passe la parole, Vincent, pour animer cette belle table ronde l'après-midi. 1, 2. Bonjour. Bonjour à tous. Emmanuel, est-ce que vous nous entendez ? On ne vous entend pas, nous. Ah, on vous voit. Mais on n'a pas de son. On a l'image, mais pas le son. Est-ce qu'il y a un mute ? Est-ce que le Teams est muté par défaut ? Ok. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'en attendant qu'on résolve les problèmes de connexion d'Emmanuel, peut-être nos invités se présentent. Vous nous dites un peu qui vous êtes, votre vie, votre œuvre, en quelques mots, et ça nous permettra un peu de vous situer dans le débat. Le débat du jour, comme vous pouvez le lire, on a parlé ce matin un peu quand même du volet technologique. L'idée, c'est de savoir maintenant à quoi va ressembler la fonction achat d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, au regard de ces évolutions qui, certaines démarrent, qui pour d'autres s'affirment. Mais voilà, est-ce que ça va changer le paysage ? Et est-ce que, en gros, un directeur achat et même un directeur d'entreprise doit tout de suite lancer la mue, adapter son organisation sous tous les angles que ça couvre pour répondre au challenge ? Tu commences, Pierre ? Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Lapré et je suis le fondateur et le président d'une entreprise qui s'appelle Père Angusta. Père Angusta, c'est un logiciel SaaS de pilotage de la performance achat. Et par ça, on veut dire qu'on pilote l'activité opérationnelle des acheteurs, négociation, renégociation, relation avec les fournisseurs. Et on cherche à objectiver tout ça, à quantifier tout ça pour tirer de la performance qui est notamment financière. Avant de créer Père Angusta, j'étais le bras droit du directeur mondial des achats du groupe Adecco, l'entreprise d'intérim. Et clairement, je suis parti dans ce projet entrepreneurial parce qu'on avait un problème qu'on n'arrivait pas à résoudre. Donc j'ai développé la technologie qui nous permettait de le faire. Donc voilà, aujourd'hui, Père Angusta, on est toujours petit, on est 22, mais on a 100 clients dans 14 pays. On fait 60% de notre chiffre à l'étranger. Et on vient de lever 3 millions d'euros pour aller un peu plus vite à l'étranger. Merci. Didier ? Bonjour, Didier Salé, je suis le président du Conseil national des achats des Pays de la Loire. De surcroît aussi intervenant au Master Achat Supply Chain d'Audencia. Un parcours comme probablement c'est plus très facile de le faire maintenant. Rentré aux achats en 1984 dans le groupe Bull, passé responsable achat et puis un poste de direction achat depuis 1996. Vous voyez, donc ça fait quand même un petit bout de temps, 24 ans. Une passion, un métier passion, une longue carrière en changeant d'entreprise. C'est plus trop le cas. Aujourd'hui, on recommande pour les différents profils de toucher à plus d'activités. Mais moi, j'ai eu cette chance de pouvoir rester dans les achats et de prendre cette présidence. Et donc, mon rôle, mon devoir, c'est de transmettre, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Emmanuel, est-ce qu'on a réussi à résoudre ? Allez. Ça marche ? C'est parfait. D'accord. Bon, je vais mettre ma caméra. Mais j'ai un écho, mais je ne sais pas comment on peut régler ça, mais alors, je pense que ça va mieux. Donc oui, bon après-midi, bonjour, bon après-midi à toutes et tous. Donc je vous parle effectivement de New York, où je suis depuis un peu plus de 15 ans. Alors donc, moi je suis le directeur et cofondateur d'une ONG
qui s'appelle donc DataPop Alliance, que j'ai créé en 2013 avec des instituts et des collaborateurs, collaboratrices et des instituts de Harvard et du MIT, et pour travailler sur des thématiques d'application et d'implication des données pour le développement, et donc principalement pour les pays en développement. Et donc au fil du temps, on a commencé donc en 2012-2013 à monter Datapop Alliance. Au début, donc c'était très axé données, ensuite big data, et puis au fil du temps, donc le langage est passé sur l'IA et sur les questions de transformation digitale de manière plus large. Voilà. Et donc aujourd'hui, avec Covid, on a pas mal de projets en Afrique subsaharienne sur des impacts des analyses d'impact de Covid, socio-économique de Covid dans des pays d'Afrique subsaharienne comme le Sud-Soudan ou le Libéria, mais on a aussi des programmes d'évaluation de politique de transformation digitale du PAM, du programme du World Food Programme, et donc dans lesquels les questions d'utilisation des données, de l'IA, y compris les questions de supply chain, notamment pour la distribution de nourriture, sont de plus en plus saillantes. Voilà, donc je vais essayer d'apporter un éclairage un peu différent, donc qui est plus axé sur le monde du développement, les applications et les implications de ces nouvelles technologies pour les acteurs du développement et les enjeux du développement. Merci. Parfait. Ben, ce sera en effet intéressant d'avoir le point de vue sur justement cette nouvelle heure noire, comme je disais ce matin, toutes ces données, concrètement, comment on en tire parti, comment on l'exploite pour justement faire avancer la transformation digitale, parce que ce n'est ni plus ni moins qu'un chemin, il y a des étapes. Donc on aura votre avis. Donc on a un éditeur, peut-être pro-technologie du coup, peut-être, supposément. On a quelqu'un qui gère les données et on a un intervenant plutôt donc métier, le terrain, la vraie vie, entre guillemets. Donc ça va être intéressant de voir justement un peu quelles sont les perspectives, peut-être où on en est aujourd'hui, d'un point de vue transfo digital, d'un point de vue digitalisation des pratiques, d'un point de vue qualité de la donnée, gouvernance de la donnée, exploitation. On commence avec vous, Didier, peut-être sur c'est quoi le retour métier aujourd'hui, 2020 ? Alors, j'aimerais bien démarrer, moi, par... pour certains, vous le connaissez peut-être, cette enquête. Hein, c'est l'enquête qui se fait, qui n'est pas unique en France, mais qui est la plus représentative, qui est l'enquête Agile Buyer, Conseil national des achats, annuelle. Ça touche 780 responsables achats de toutes les catégories, hein, de l'industrie au service. C'est-à-dire le panel, il est crédible. Voilà. Et donc, on a fait cette enquête en janvier dernier, pour enquête réalisée en décembre et transmise à l'ensemble des adhérents et à la France aussi, puisque ça devient un peu un référentiel. C'est passé sur Canal+, c'est passé sur BFM TV. Enfin, ça commence à intéresser du monde, puisqu'elle existe depuis 10 ans, hein, cette enquête. Hein. Et on l'a fait aussi volontairement en post-Covid. Comme on est bien rodé sur cette enquête, on a voulu voir quelles étaient les réactions suite au Covid, et en particulier donc sur la digitalisation. On avait un grand paragraphe avec des questions. Avez-vous mis en place, ou prévoyez-vous de mettre en place une stratégie de transformation digitale de votre direction achat ? Aussi surprenant que ça puisse paraître, pour les gens qui disaient oui, je l'ai déjà mis en place, d'après vous, c'est quoi ? C'est au-dessus de 30%, en dessous, entre 30 et 50 ou supérieur à 50 ? Qui se lance dans le public ? Pas d'avis ? 24%. Vous voyez, hein. Donc, ça veut dire que plutôt que de se lancer sur des avis qu'on a soi-même ou en fonction de sa sensibilité, c'est pas mal de revoir les choses comme ça. En revanche, quelque chose qui est plein d'espoir, ça c'était les 24%, oui, j'ai déjà mis en place. Mais derrière, j'avais
Oui, prochainement mise en place. Ça veut dire qu'en fait, on peut juger que 2019-2020, c'est un peu une année charnière et une année de bascule vers la digitalisation. Donc ça, retenez ces flashs-là, on est en année de bascule. Et probablement avec un effet d'accélération, parce que après le post-Covid, sont arrivés sur le terrain, en particulier dans le domaine des achats publics. Vous avez une idée de ce que représentent les achats publics? Non, en France, c'est 200 milliards. Donc vous voyez, l'entreprise privée, d'accord, les montants d'achats privés, d'accord, mais 200 milliards d'achats publics, on peut peut-être passer un peu de temps dessus quand même. Et en l'occurrence, je vous rappelle, masque, blouse. Pas de sujet polémique. C'est un vrai sujet quand même. Et donc, on devait, nous, refaire cette enquête pour sentir la perception, et on l'a fait vis-à-vis du public et vis-à-vis du privé. Mais du coup, Didier, sur les gens que vous accompagnez au quotidien, puisque vous intervenez, vous rencontrez des patrons d'entreprise, ils sont outillés, ils sont encore en mode papier-crayon. C'est émergent. C'est émergent. Je choisis, mais c'est émergent. C'est-à-dire 24%, c'est pas rien, mais je veux dire, le jour où on va vraiment avoir mesuré, j'ai déjà mis en place, et avec un supérieur à 50%, là Alors, c'est très très important par rapport au sujet d'aujourd'hui sur l'IA. C'est-à-dire que, moi, l'intelligence artificielle, bon tact, c'est indispensable, c'est un accélérateur fantastique. Pour notre métier achat, ce sera probablement une révélation. Mais aujourd'hui, attention à ne pas mettre une Formule 1 entre des gens qui conduisent des Clio. D'avoir leur permis, Et du coup, Pierre... C'est un problème de maturité achat. Ouais. Voilà. Pierre, justement, vous confirmez l'accélération sur la digitalisation? Plus de sollicitations peut-être de clients Alors, clairement, le sujet est sur à peu près toutes les lèvres. Les entreprises passent de plus en plus, public comme privé, passent de plus en plus à l'action. Ce qu'on voit en fait, c'est que pour le coup, au-delà d'un chiffre un peu brut, c'est intéressant de prendre en compte des niveaux de maturité ou en tout cas des sujets de digitalisation. Et typiquement, quand on regarde une chaîne de valeur achat, on part de la stratégie, qu'on va chercher à opérationnaliser, qu'on va exécuter. Une fois qu'on a exécuté cette stratégie achat, on a concrètement des bons de commande. Donc on a de la transaction à la fin. Et si on regarde historiquement cette chaîne de valeur, en fait, la digitalisation, elle est partie à rebrousse-poil. Début des années 2000, on a eu l'émergence des Ariba, des acteurs du e-procurement, donc de la digitalisation des processus transactionnels de bons de commande, de paiement de facture. En 2010, on a eu le e-sourcing. C'est comment est-ce qu'on arrive à mieux gérer les aspects d'achat stratégique, l'exécution de l'achat stratégique, avec les appels d'offres électroniques, les enchères inversées. Donc on peut discuter longtemps de la valeur des enchères inversées, mais de fait, la digitalisation a commencé à remonter un peu dans cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous, on en est à un point, alors chez Père Angustin notamment, où on commence à s'attaquer à la partie de l'opérationnalisation. Comment est-ce qu'à partir d'une stratégie qui a été définie, je vais pouvoir mettre en place un plan d'action et mesurer ma performance? On commence également à arriver à des outils de formulation stratégique un peu plus élaborés que le traditionnel category management, justement pour prendre en compte des effets un peu plus larges, des notions de cycle, des notions de ressources, des notions d'écosystème, pour formuler des stratégies efficaces. Et on est aussi également en train de lancer une solution qui permet de supporter un tel travail de formulation stratégique. Donc, si on regarde Procure-to-Pay, les aspects transactionnels, maintenant ça devient très très développé. On commence plutôt à regarder les entreprises qui n'ont pas ça. Et sur les secondes ou même les troisièmes générations d'outils pour certains clients. On commence à atteindre de la maturité sur le e-sourcing, où on commence à être en deuxième génération, on n'est plus en primo-accédant. Sur les sujets de performance, on est sur du primo-équipement, et sur les sujets stratégiques, on en est... Quand on prend les courbes d'adoption de la technologie, on n'est même pas sur les early adopters, on est sur les quelques kamikazes qui se disent qu'il faut essayer quelque chose. Ok, d'accord, merci. Emmanuel, de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que vous constatez un peu le même phénomène, aux achats ou pas d'ailleurs, mais sur cette tendance à l'accélération de la digitalisation? Et je rajoute la question subsidiaire, quid de l'effet Covid là-dessus?
Oui, alors, donc, comme disais en introduction, mon expérience à moi est très différente, mais je reconnais, au sens où donc, je travaille avec souvent donc, des gouvernements qui sont parmi qui sont des gouvernements de pays parmi les moins développés ou les plus pauvres au monde. Donc, j'ai cité le Libéria ou le Sud-Soudan, par exemple. Et avec donc des acteurs du développement, mais certains thèmes sont quand même... Il y a une connexion ou un fil entre les thèmes, entre les remarques qui viennent d'être faites et ce qu'on vit et ce qu'on observe dans ce domaine-là. Donc en particulier, c'est évident que... et il a été mentionné également, le montant des achats publics en France, il y a également ce type d'enjeu dans le domaine du développement. J'ai mentionné le programme alimentaire mondial, on parle aussi de milliards, de centaines de millions ou peut-être de milliards de dollars qui sont en fournitures qui sont livrées chaque année. Et donc ça demande des chaînes logistiques, des chaînes d'approvisionnement qui sont extrêmement importantes et de plus en plus complexes. Donc, dans mon domaine, la transformation digitale a commencé et s'accélère, je dirais, depuis en particulier 2-3 ans. Je dirais que ça fait seulement 2-3 ans qu'on parle vraiment en termes de transformation digitale, donc avec une vision et des objectifs stratégiques. Pendant longtemps, ça a été la révolution des données est un peu tombée sur certains de ces acteurs qui, pour beaucoup, faisaient encore beaucoup de choses avec du papier, avec des PDF. Il n'y avait pas de structure vraiment de collecte digitale des données, encore moins d'analyse. Et les raisons sont assez classiques. C'est un manque de capacité, c'est un manque aussi de culture de la donnée. Mais je trouve que ça s'accélère beaucoup depuis 2-3 ans. La Commission européenne en particulier a de gros investissements en Afrique subsaharienne dans le domaine de la digitalisation. Il y a également des enjeux d'économie politique et géostratégique qui sont très importants par rapport ou face à la Chine, qui investit beaucoup en Afrique subsaharienne, comme on le sait tous et toutes, dans le domaine du digital, par rapport également aux États-Unis, qui ont une stratégie, je dirais, assez compréhensive, assez agressive dans le domaine de la transformation digitale. Et il reste quand même beaucoup de freins. Il est évident que les gouvernements et les acteurs du développement sont plutôt en retard par rapport aux compagnies avec lesquelles on travaille. On travaille également avec des compagnies comme Orange, avec Telefonica, avec la banque espagnole BBVA, qui sont beaucoup plus avancées dans le domaine de la digitalisation que ces gouvernements. Et pour terminer sur votre dernière question sur Covid, alors les effets de Covid sont mitigés. On est tous au début, donc c'est difficile de savoir ce que ça va amener, mais j'ai l'impression que ça accélère le mouvement de digitalisation, notamment sur des thématiques assez précises comme les identités digitales. Il y a beaucoup de pays pour lesquels, notamment les agences humanitaires, ont du mal, dans lesquelles les agences humanitaires ont du mal à travailler parce que les gens n'ont pas d'identité. Et donc, voilà, ça c'est clairement un gros sujet qui, à mon avis, va très vite dépasser le seul cadre de l'action humanitaire. Je pense que c'est vraiment cette question d'identité digitale et de protection des données privées dans ce cadre. C'est clairement un enjeu important. Voilà, je vais m'arrêter là. Après, je pourrais rebondir sur des questions peut-être un peu plus pratiques ou concrètes, mais voilà, c'est quelques éléments de réflexion initiaux. Ok, merci. Donc, ce qu'on retient, juste avant... Juste en post-Covid, parce que je vous ai dit qu'il y avait cette enquête, il y a quelque chose qui m'a profondément marqué, qui n'existait pas en début d'année. Il y a 3 phrases qui nous ont interloqués et surpris, nous, au Bureau national. C'est la relocalisation, mais comme protection. C'est-à-dire, on ne fait pas une relocalisation pour pouvoir faire plaisir aux Français. Alors d'abord, on ne disait pas en France, on disait plutôt en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une prise de conscience du coût total de possession et du risque
que l'on avait sur la supply chain, et en l'occurrence sur l'approvisionnement en tant que tel. Hein. Ça, c'est sorti très très fort, très, très même violent. Il y avait la réinternalisation dans certains cas. Pourquoi ? Parce que ce sont des réflexions d'acheteurs hein, sur le terrain. Hein. Ça veut dire, c'est pas une vérité absolue, mais c'est ce qu'ils disaient. La réinternalisation, parce que c'est pareil, on prend moins de risques. Et maintenant, on commence à s'intéresser à l'écart entre le prix unitaire et ce que serait le coût total de possession. Puis le troisième, alors c'est un petit peu plus fort, c'est la souveraineté. Ce mot a été sorti, la souveraineté sur les familles critiques d'achat. Bien sûr. Alors justement, ça s'accélère. La transformation initiale s'accélère. Elle n'est pas réservée qu'aux riches, de ce qu'on comprend de l'intervention d'Emmanuel. Les pays sont aidés par des grandes multinationales ou des ONG. L'impact du Covid, on ne le mesure pas encore, mais si je transpose à une fonction achat, on sait que les périodes de crise sont toujours un peu dures, mais au moins les réinvite à la table des discussions et leur, d'une certaine manière, on donne peut-être plus de moyens pour se transformer et évoluer. En tout cas, c'est souvent des moteurs de transformation, les crises pour les achats. Donc du coup, comment on fait ? L'IA arrive, comment on se transforme maintenant ? Vers où on doit aller ? Donc, vous parliez justement de relocalisation, réinternalisation, la souveraineté, où là on va rentrer aussi dans un débat un peu politique avec des secteurs d'industrie critiques par rapport à d'autres. Donc, vous êtes directeur achat, vous faites quoi ? Et surtout, comment vous tirez parti de cette intelligence artificielle, ou en tout cas juste de cette transformation digitale ? En bon acheteur, on va commencer par se poser la question du besoin. Mais au-delà de la question du besoin, c'est quelles sont nos capacités. Parce que l'intelligence artificielle, pour faire le travail de l'acheteur stratégique, on n'y est pas encore. On a peut-être des sujets qui sont un peu plus faciles à appréhender tout de suite, qui sont un peu plus réalistes simplement. Donc je pense que c'est important de se poser ces premières questions, c'est où est-ce que ça va avoir de l'impact, mais c'est aussi se poser la question de notre capacité à faire. Est-ce qu'on comprend de quoi ça parle ? Et donc est-ce qu'il ne faut pas se former ou s'attacher les compétences qui nous permettront d'avoir ce diagnostic, cette réflexion ? Et une fois qu'on a fait ça, il faut se poser la question des objectifs, est-ce qu'on cherche à gagner de l'argent, est-ce qu'on cherche à découvrir des choses qu'on n'avait pas découvertes jusqu'à maintenant, ou est-ce qu'on cherche à gagner du temps, à prendre des avantages compétitifs. Donc le comment, il nécessite de prendre 1 voire 2 pas de recul et de se préparer. Donc, pour moi, la clé dans ce débat, c'est la préparation, parce que c'est un sujet nouveau. RPA, AI, ML, enfin machine learning, blockchain, on le lit partout. Je pense qu'on peut faire un sondage intéressant sur la définition de tous ces termes dans la salle et on pourrait rigoler, je pense. On le lancera peut-être avec Redouane en post-événement. Donc Didier, alors, il faut repenser les objectifs. Voilà. En préambule, je vous redonne un chiffre, pas pour vous bassiner et vous ennuyer, mais à la question qu'on a posée au patron d'achat, surtout, au responsable achat et au directeur achat, qu'est-ce qu'est dans les objectifs qu'on vous donne, quels sont les grands thèmes sur lesquels maintenant vous avez de la pression et ça devient presque même une obsession. Et ils nous ont répondu, le management du risque. Ça veut dire qu'en fait, j'en reste là et ça introduit un peu le sujet. Parce que j'ai eu la chance, moi, d'être entre 2002 et 2013 le directeur des achats de l'exploitation d'Air France sur Charles de Gaulle, Orly et les escales françaises. Et juste pour vous dire, quand je discutais avec mes responsables sur les objectifs annuels, ils me disaient, écoute Didier, tu es suffisamment professionnel, tu as fait un master d'achat, de machin, donc on ne va pas venir t'embêter sur les coûts, c'est à toi de nous donner ton plan d'économie sérieux. En revanche, 0 emmerde. Parce que chez Air France, on n'arrête pas Charles de Gaulle. Et c'est là où vous prenez rapidement conscience que le métier d'acheteur, et donc, j'y viens, tout ce qui va nous permettre la digitalisation,
Alors ça c'est sûr, et je suis complètement en ligne avec, bien sûr, Pierre sur le sujet. Le procure to pay, le source to pay, ça y est, maintenant c'est rentré dans les mœurs, et c'est un phénomène accélérateur. Je pense que l'IA, ça va être assez merveilleux, le jour aussi nous, le monde des achats, et les grandes entreprises, même les grandes entreprises, les ETI ou les PME-PMI, auront aussi le niveau de maturité achat pour recevoir cette IA. Et là, je rejoins Pierre, on n'y est pas aujourd'hui. Il faudrait peut-être d'abord commencer dans chaque entreprise à mesurer son niveau de maturité. Vous savez, hein, si vous voulez faire piloter une Formule 1 avec quelqu'un qui a l'habitude uniquement de piloter qu'une 4L, je vous promets que ça ne va pas marcher du tout et qu'il va aller dans les décors très très vite. Eh ben, c'est tout à fait ça. Ça veut donc dire que moi j'ai été un peu forcé, et quelle chance j'ai eu, comment je m'en suis tiré ? Eh bien, la réponse je l'ai, j'ai bâti un outil Excel multicritère, alors le plus complet possible. Et il n'est pas complet, il faudrait bien que des éditeurs s'en emparent. Et, le message est passé. Il y a un message. Et cet outil, tenez-vous bien, un outil pas extrapolé de l'AMDEC avec des formules mathématiques qui fatiguent tout le monde, mais un outil linique avec... on ne mesurait pas le risque autour d'un fournisseur. On mesurait le couple produit-service-fournisseur, la prestation de service ou le produit avec le fournisseur. Parce qu'un fournisseur, il peut avoir 3 activités, être bon dans l'une, moyen dans l'autre et mauvais dans la troisième. Vous n'allez pas dire qu'il est mauvais. Il est mauvais dans l'activité. Et l'unité d'œuvre, de jugement, c'est le contrat. Mais ça, c'est lié à la professionnalisation. Et là, la digitalisation. Et à la capacité plutôt et la connaissance des acheteurs. S'ils le qualifient sur la mauvaise unité d'œuvre, parce que ce n'est pas un problème de formation, de compétence. Alors, là, vous y êtes complètement. Mais c'est quand même pas par hasard qu'à Audencia, on fait un master achat supply chain, on a une chance extraordinaire dans les Pays de la Loire pour l'instant. Hein. Il y a les apps, il y a les SLI, il y a une licence professionnelle à Angers. Et moi, je suis en train de regarder tout ça parce que la véritable évolution et la digitalisation et l'IA, ça sera entre les mains de gens qui doivent être capables aussi de les faire vivre. Ok, donc il y a un sujet de maturité. Oui. Il y a un sujet de compétence, on reviendra certainement un peu dessus. Mais il y a surtout une volonté à faire de ce métier-là manager de risque des ressources externes. C'est-à-dire passer du cost killer au protector. Donc celui qui est en gros le garde-fou à l'entrée de l'écosystème. Absolument. Ok. Et on parlait de maturité par rapport aux aspects transactionnels. L'avantage des outils transactionnels, c'est de la matière. Donc du coup, pour construire un plan de perf, pour mesurer des taux de service, je vais un peu plus loin que le P2P après dans les aspects stock, dans les aspects supply chain, il y a un dénominateur commun à tout ça, c'est la donnée. Est-ce qu'aujourd'hui, les directions achats ont les données qui leur permettraient d'évoluer ? Les données transactionnelles, normalement, elles les ont. On peut discuter de la propreté et de la qualité de ces données, mais elles les ont. Ce monde dans lequel on vit génère de plus en plus de données. Et pour le coup, il y a tout un ensemble d'acteurs qui ont commencé à éclore, qui, eux, se font une spécialité sur certaines typologies de données, et qui, pour le coup, vont vraiment, d'une part, les collecter, et deux, en tirer du sens. Et je pense que c'est un des enjeux clés aujourd'hui, c'est que mes données de consommation, mes données de facturation, elles sont importantes. Elles concernent mes fournisseurs, mais mes fournisseurs, je peux les voir sous plein de prismes différents. Je peux les voir sous l'angle de la robustesse financière, plein de gens qui font ça. Je peux la voir sur le fait de la responsabilité sociétale. Est-ce que c'est un bon citoyen ? Il y a des fournisseurs comme Ecovadis qui font ça. On commence à voir des gens qui mesurent l'exposition au risque cyber des fournisseurs, de manière assez similaire à ce que ferait un Dun & Bradstreet sur la solidité financière. Et en fait, petit à petit, tous ces gens-là, leur métier, c'est de faire remonter à la surface, pas de la donnée, mais de l'information. C'est comment est-ce qu'on arrive à amplifier des signaux faibles pour en faire des choses qui ont du sens. Et par-dessus, on a encore des gens qui sont mis par-dessus, et notamment, il y a des gens comme Risk Method, comme Resilink et Risk 360, qui, eux, agrègent ces trucs-là. Et c'est formidable. Risk Method, c'est une boîte allemande. Ils vous collent sur une map monde tous vos fournisseurs,
ils collent par-dessus les incidents géopolitiques, les incidents météorologiques, les disruptions socio-économiques, et vous dites, là, vous avez peut-être un problème. Et aujourd'hui, ces données, elles existent. La courbe de maturité qu'on a à gravir, c'est comment est-ce qu'on les nettoie, comment est-ce qu'on les amplifie, comment est-ce qu'on les corrèle, pour derrière pouvoir prendre des décisions. Est-ce que la machine prendra la décision? Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Mais peut-être qu'il faut qu'on arrive à une espèce de modèle où les acheteurs déjà, où les utilisateurs au sens large, sont capables sur la base de données pré-mâchées ou en tout cas amplifiées, de prendre des décisions, et après on arrivera à entraîner des modèles pour automatiser cette prise de décision. Après la question c'est qu'est-ce qu'on fera de la réponse? Voilà. Emmanuel, vous confirmez? Ça s'organise, la donnée? Oui, bien sûr, ça s'organise. Il y a aussi la question de ce qu'on appelle, données, c'est-à-dire il y a une différence entre les données brutes et les indicateurs ou les insights qu'on peut en sortir. Dans mon domaine, on gère les données qui ont le plus de valeur, ce sont les données comportementales, donc qui sont issues de nos actions et interactions avec des outils digitaux. Donc c'est nos téléphones portables, ça peut être des caméras, c'est des transactions de cartes bancaires, donc c'est des données qui sont extrêmement sensibles en termes de vie privée. Donc la régulation européenne est une des plus avancées sur ce sujet et je pense donne un avantage comparatif assez fort à l'Europe, parce que ça oblige à mettre en place des pratiques qui sont plus éthiques, qui sont plus soutenables. Mais donc il y a vraiment eu un transfert de allons chercher la donnée pour la cruncher, etc., vers mettre en place des systèmes technologiques et de gouvernance qui permettent de protéger la vie privée et qui permettent de n'obtenir que le signal. Et donc ça se fait par des techniques qui sont assez avancées, d'encryption, etc. Excusez-moi, je vous interromps. Je pose une question naïve. Est-ce que le fait de la filtrer, ça lui fait pas perdre un peu sa consistance et sa pertinence à l'information, à la donnée? Alors, à votre avis, hein. Non, ou alors peut-être que ça peut perdre un peu de granularité, mais c'est un mal nécessaire, parce qu'on ne peut pas traiter, notamment dans les pays dont j'ai parlé, on ne peut pas traiter des données à caractère personnel, qui sont généralement celles qui ont le plus de valeur scientifique en particulier, mais ça pose des risques qui peuvent être des risques ça peut être des questions de vie ou de mort dans certains cas, et donc on les anonymise ou on les pseudonymise, on les agrège également, et on pose des questions aux données. Et je pense que ça peut être également le cas dans une chaîne de valeur. Il faut mettre en place des systèmes qui permettent d'avoir des indicateurs qui sont calculés automatiquement sur la base de données massives, transactionnelles ou autres, qui sont collectées. Et donc, il faut définir un certain nombre d'indicateurs. Et donc, on a uniquement ces signaux-là qui apparaissent. Et les indicateurs peuvent changer au fil du temps. On peut se rendre compte qu'un indicateur n'a plus vraiment de pertinence. Et donc, on trouve un autre indicateur. Mais ça fait partie d'un processus de systématisation et qui répondent à des questions stratégiques. Alors, je voudrais juste dire un mot ou deux mots, si j'ai encore juste 30 secondes pour cette intervention. Au tout début, vous avez parlé des données comme étant le pétrole, le 21e siècle, etc. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on entend depuis longtemps. The Economist avait fait une couverture en 2010 sur Data étant de New Oil. Alors, dans le domaine du développement, ce qui est intéressant, c'est que on sait d'expérience que une des pires choses qui puisse arriver à un pays pauvre, c'est de trouver qu'il a du pétrole. Parce que ça engendre de la corruption, ça engendre
beaucoup de conflits. Alors ça a été théorisé. Donc une des questions essentielles pour moi, qui demeure et qui a présidé à la création de Data Pop Alliance, c'est comment éviter les effets négatifs de ce type de ressources. En termes de capture par les élites, en termes de renforcement des biais qui sont dans les données. Il y a aussi des enjeux environnementaux. Les data centers demandent beaucoup d'énergie, et donc il y a des questions comme la minimisation des données. Voilà, donc c'est quelque chose qui pour moi est important. Et je pense que quand on parle beaucoup d'entreprises, et je vous écoute et vous le mentionnez, pour beaucoup d'entreprises, la manière dont vous êtes perçu en termes environnementaux, en termes sociaux, on va aller peut-être de plus en plus vers des accréditations où c'est simplement les consommateurs qui vont faire un peu le tri. C'est à la fois des choses qui sont, je pense, essentielles dans ce monde post-Covid, de limiter les impacts environnementaux, de repenser le rôle social des entreprises, mais c'est aussi un avantage comparatif parce que les entreprises qui seront capables de prendre ce tournant-là avec la digitalisation seront beaucoup mieux placées que celles qui ne le feront pas. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, nos entreprises sont câblées pour exploiter les données? Elles commencent à en faire, puisqu'elles s'outillent, elles se structurent, elles travaillent le référentiel. Mais est-ce que les équipes opérationnelles, ceux qui sont à la manœuvre, les risk managers, les acheteurs, les gens qui définissent les plans strat, est-ce que individuellement et collectivement, ils sont vraiment câblés pour vraiment en tirer parti? Peut-être avoir une vision noire et cynique, mais la réponse, elle est sans embâche, non. On a nos très gros clients, ils ont 850 acheteurs dans le monde. Ils viennent de recruter 5 personnes, des data analysts. Ils ont dit à leurs acheteurs, vous ne touchez plus aux données. Vous ne savez pas faire, vous perdez votre temps et vous allez prendre des mauvaises décisions. À la place de ça, ils ont dit, voilà, on vous met 5 personnes, vous leur posez les questions, ils vont trouver les données, vous les aidez, vous leur donnez la vision métier opérationnelle concrète, et ils vont aller ils vont prendre vos questions et trouver les réponses, ou en tout cas construire la réponse avec vous, mais ne vous occupez pas de la technique. Donc on revient sur la question des compétences requises, et aujourd'hui je pense que la data ou l'appétence pour les data, et tout ce qui va avec pour l'analyse, parce que c'est fondamentalement des maths derrière, je ne pense pas qu'on ait ces compétences. Donc ça, c'est un constat un peu pessimiste. Maintenant, je pense que ça doit être des décisions stratégiques d'entreprise. Donc, est-ce qu'on peut aller vers une plus grande acculturation à la data, à son analyse et à sa recherche, à son accumulation de manière raisonnable et raisonnée, parce que je pense que le point d'Emmanuel est crucial ici, on doit faire la bonne chose. Ça doit être une décision stratégique, et c'est pas un département qui va décider qui va utiliser des données, c'est pas l'IT qui lance un projet pour faire ça, c'est une décision d'entreprise de donner une place de premier citoyen à la donnée. Pour moi, il doit y avoir une impulsion, ça relève presque de la culture d'entreprise, et bien sûr ça se dissémine par le bas, mais ça doit être aussi impulsé par le haut. D'accord. Et justement, il faut impulser ce binôme, admettons. En tout cas, c'est le choix qu'a pris ce grand client. Mais est-ce que les gens que l'on forme et les gens que vous voyez tous les jours dans l'intervention sont bien déjà sur les bons rails, Didier? Les étudiants que vous avez en face de vous. Mais de toute évidence. À Audencia, c'est évident. Mais... De toute évidence, surtout, il y a un comportement authentique qui me plaît bien. Ça veut dire que c'est pas ce que j'appelle de l'écolo-marketing pour pouvoir faire de l'écolo-marketing. Toute la jeune génération, les jeunes alternants, y croient, vraiment. Et ça, c'est une puissance de feu extraordinaire. C'est pas simplement que de la parole, c'est de l'attitude et c'est des faits. Enfin, ils n'en parlent pas, ils font. Alors bon, après, il ne faut pas tomber dans l'écologie punitive, bien sûr, parce que là, ça aura un effet inverse. Non, moi, il y a quelque chose qui nous marque beaucoup avec, entre autres, Jean Breton, qui s'occupe du Pic des âmes à Lyon, qui est un chercheur, qui a beaucoup travaillé dans le domaine des achats. Et lui, il dit, et je le pense maintenant, il dit,
Moi, je suis tout à fait pour chercheur-trouveur, hein, c'est-à-dire les patrons opérationnels d'achat ne pourront jamais s'en tirer s'il n'y a pas les chercheurs devant. Hein. Alors là, et des organisations de type PASCA, c'est-à-dire réunir en un seul endroit des chercheurs sur les thèmes des achats. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait des chercheurs dans le monde qui avaient un jour fait une thèse sur l'évaluation des fournisseurs en continu sur les produits. Eh bien, si, il y en avait un. C'était un monsieur qu'on a rencontré. Et moi, j'étais en train de travailler de mon côté avec cette affaire-là. On a passé un peu de temps ensemble et il m'a aidé à faire évoluer mon produit. Et moi, comme c'était sur les services, je l'ai mis sur les rails des services. Donc déjà ça, ce comportemental a une importance énorme. Je reviens à la digitalisation et l'IA. Et si c'était pas tout simplement un accélérateur et un moyen d'avoir une relation collaborative authentique et sincère. En interne ou en externe, ou les deux? Vis-à-vis des prestataires. Et vous savez, plus la data elle va être fiabilisée, et donc le fournisseur, vous savez, cette espèce de jeu de rôle là, de rapport de force, à partir du moment où chacun va savoir ce que c'est l'autre et réciproquement, on va peut-être avoir un peu plus envie de se dire la vérité. Et donc, à un moment donné, j'y viens, et ça, c'est un des sujets qu'avec Jean Breton, on est en train de travailler en ce moment. Moi, je suis avec mes risques en disant, de toute façon, notre vrai métier, c'est manager de risque dans les ressources externes. C'est ça pour les 10 années à venir. Mais j'en suis plus que convaincu, j'en suis certain. Mais oui, maintenant, comment on fait? Eh bien, on se sert de la relation collaborative, peut-être accélérée avec la digitalisation et l'IA, pour pouvoir fiabiliser complètement la relation et aller au Graal, le partage du risque financier. Mais ça fait 2 fois qu'on met sur la table le lien avec la DG, et du coup l'impulsion que la DG donne dans la transformation de l'entreprise finalement. Alors ça s'entend, hein, on dit toujours que la stratégie achat doit être alignée avec la politique de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise. Ok, mais entre des jeunes qui poussent et qui ont un mindset peut-être différent de ce que moi j'ai pu connaître, ce que vous avez pu connaître également, et la constitution des boards, est-ce que s'il y a un moment, et puis après tout ce mouvement autour de la data, est-ce qu'à un moment ça se télescope pas? Est-ce qu'ils sont sur les mêmes espaces-temps? Est-ce que c'est compatible? Et est-ce que c'est compatible avec les objectifs qu'on fixe aux différentes fonctions? Souvent, on va quand même parler, et notamment là en cas de Covid, il faut faire attention à ce qu'on dépense, il faut maintenir le time to market, sinon l'améliorer, il faut développer de l'avantage compétitif. Est-ce que tout ça, à un moment, s'aligne? Est-ce que les planètes s'alignent? Ou est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe en soi qui rend la tâche compliquée, autant à ces boards qu'aux équipes intermédiaires? C'est peut-être ça qui fait le succès ou pas d'une entreprise. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des gens où ces espaces-temps sont alignés, et c'est certainement les entreprises qui vont avoir du succès parce qu'elles ont compris l'opportunité, et au-delà de l'opportunité, c'est même la nécessité à moyen terme d'avoir fait cette transition. Donc il y a des boards qui le sont, enfin, alignés avec leurs ressources, avec leur jeune génération. Il y en a qui ne le sont pas. Ceux qui bougent en premier vont avoir un avantage. Au bout d'un moment, il va y avoir une pression telle que tout le monde va suivre. Et encore une fois, comme dans toutes les courbes d'adoption, il y a ceux qui ont bougé en premier qui ont un avantage. Il y a la majorité suiveuse. Et puis, il y a ceux qui sont à la traîne, et ceux-là vont avoir un gros problème rapidement. Donc, je ne sais pas comment on fait, mais le constat, il est assez simple. C'est de se dire, ceux qui ont compris, ils vont pouvoir tirer parti de ce que je vois comme à la fois une révolution, mais une énorme opportunité. Et pour le coup, je pense que c'est pas incompatible avec des notions de réduction de coûts. C'est comment on contient les coûts sur les choses où ça a du sens de les contenir pour libérer de la ressource pour investir dans les sujets qui seront les sujets porteurs de demain. Vous savez, c'est pas par hasard qu'on dit depuis maintenant 10 ans, dans l'enquête Agile Buyer CNA, là, on dit que le positionnement de la fonction achat bouge un peu aussi. Ça veut dire qu'en fait, plus l'acheteur qui était cost-killer, qui est passé apporteur de valeur ajoutée, vous ne savez pas trop ce que ça voulait dire non plus. Hein. Puis maintenant, on commence à formaliser, et moi je l'ai vu, mais très très fortement dans cette expérience de Charles de Gaulle. C'était pas moi qui était important, c'était dans ma fonction le fait que je contribuais fortement à l'élimination de risques pour ma présidence.
Hein. Mais ça, vous êtes connu, reconnu, et en fait, à un moment donné, ce patron d'achat qui revendique depuis, de manière quelquefois outrancière, hein, et trop forte même, ouais, mais moi je devrais être au COMEX, ça n'a pas de sens, ça. On n'est au COMEX que si on mérite d'être au COMEX parce qu'on apporte quelque chose qui produit, qui protège, vous voyez. Et c'est plutôt comme ça, moi, que je vois les choses arriver. Et entre autres, alors pour répondre au deuxième sujet qui est lourd, ben oui, mais qu'est-ce qui se passe pour les entreprises où les acheteurs, ils n'ont pas accès à leur COMEX? Le COMEX, le patron, l'acheteur a beau être un écolo et cette volonté de transformer, de rentrer dans la responsabilité sociétale environnementale, mais son patron, ben, vous savez, des organisations comme le Conseil national des achats, ben on se rapproche aussi des dirigeants à travers le MEDEF. On est en relation permanente avec les chambres de commerce d'industrie. Et puis il faut qu'on se parle et qu'on se rencontre. Et à un moment donné, entre autres, il y a eu de l'argent, hein, qui a été débloqué accessoirement par le gouvernement tout dernièrement. Et ce n'était pas en millions, hein, c'est en milliards. Hein. Cet argent, il va être dépensé. Il faut peut-être qu'on se mette d'accord comment on le dépense et puis d'un coût total de possession. Par exemple, c'est une solution, ça. Et c'est une solution qui peut avoir lieu demain. Hein. Il suffit simplement de se réunir avec le préfet à Nantes. Hein. Mais c'est du pragmatique, ça. Oui, c'est en effet, quels sont les indicateurs qui démontreront qu'on les a bien dépensés? Oui. Si pour l'instant, mettons-nous d'accord pour ce chemin tracé dont on parle, on puisse le suivre ensemble. Vous voyez, moi, j'en suis que là, hein, pour l'instant. Hein. J'en suis pas aux indicateurs de mesure, parce qu'autrement, on va intellectualiser le débat et on va rien mesurer. Et tu parlais de nécessité. C'est la nécessité encore qui gouverne? On ne pourrait pas inverser le prisme en disant maintenant, on a la matière, on a beaucoup de données, internes, externes. Est-ce qu'on ne pourrait pas inverser et dire c'est la data qui nous donne les opportunités plutôt que c'est la nécessité qui nous impose à chercher les opportunités? Je suis chiant. Hein. Non, c'est dommage, on perd les expressions avec le masque. Encore une fois, il y a des gens qui ne fonctionnent qu'à la contrainte et à la nécessité. Et est-ce qu'on a les bons dirigeants si les dirigeants ne reconnaissent pas cette opportunité? Est-ce qu'ils attendent de ne plus avoir le choix? Mais ça, on le voit partout. Est-ce qu'on attend d'avoir un accident sur une ligne de production avant de la maintenir? Je pense que ça relève de ça. La data, ça va devenir l'outil de production. Enfin, en tout cas, ça va être une composante essentielle de l'outil de production. Donc, est-ce qu'on l'entretient? Alors déjà, est-ce qu'on investit pour avoir le bon appareil productif? Est-ce qu'on investit au quotidien pour le maintenir? C'est la notion de data stewardship ou de data governance. On est là-dedans. Et pour le coup, là, j'ai adopté une approche assez darwiniste. Peut-être que ceux qui fonctionnent par nécessité, ils vont disparaître parce qu'ils n'étaient pas assez adaptés au bon moment. Et ça va faire de la place pour les gens qui le sont. Donc c'est peut-être un peu cynique, mais je pense que on ne devrait pas être guidé par la nécessité. C'est probablement ce qui se passe dans un certain nombre de pans de l'économie. Ouais. Ok. Emmanuel, plus sur un volet benchmark international, c'est encore la nécessité qui guide. Et finalement, par rapport à la question que je posais, la data vient après. On n'en tire parti que parce qu'on n'a plus le choix, et c'est plutôt de se dire, je suis face à un mur, qu'est-ce que la data peut faire pour moi? Alors, je ne suis pas certain que ça se pose en ces termes, donc avec les acteurs et les organisations avec lesquels je travaille, parce que généralement, ce sont des environnements qui sont assez pauvres en données. Voilà, que ce soit les pays ou les organisations avec lesquelles on travaille. Mais en revanche, ce qui est assez proche de ce type d'argument, c'est le fait que donc, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution des données. Ça a été assez fortement martelé par les instances internationales, aux Nations Unies notamment, qu'il fallait prendre ce tournant-là. Pour les offices de statistiques dans les pays en développement, y compris, l'argument était si vous ne prenez pas le train en marche, eh bien vous allez être, il va vous rouler dessus et vous n'allez plus être pertinent. Donc il faut le faire. Alors
des organisations, des gouvernements ont commencé à embaucher des data scientists. Mais souvent, ces data scientists a créé aussi des équipes d'innovation. Mais souvent, c'était fait d'une manière qui n'était pas du tout stratégique. On mettait des data scientists, on leur disait faites un petit projet pilote. C'était un peu faire de la data science pour faire de la data science sans avoir une vision à 5 ou 10 ans du rôle de l'organisation, des contraintes, etc. En particulier, à un moment, quelqu'un a parlé on a parlé des capacités. Est-ce que les gens avaient des capacités est-ce qu'il y avait des capacités en interne? Donc moi, j'insiste souvent sur la question de capacité à travailler la donnée, mais encore plus sur la question de culture et de culture de la donnée. Alors, il y a un concept que je trouve intéressant qui est celui de data literacy, donc de littératie des données. Et je pense j'espère qu'on va vers un monde où les décisions, que ce soit au niveau micro, au niveau macro, au niveau personnel, seront de plus en plus faites sur la base de faits. Et qu'on pourra aussi discuter entre nous, là comme on le fait même dans des secteurs qui sont très différents, qu'on pourra discuter de plus en plus sur la base de faits et essayer de trouver des compromis, de telle sorte que ce qu'on maximise, ce n'est pas uniquement le profit d'entreprise. Évidemment que les entreprises sont soumises à ce type de pression par leurs actionnaires, par leur board, etc. Mais j'espère qu'on va aussi essayer de réaliser, à travers les données, que le monde dans lequel on vit, alors je ne veux pas devenir trop ésotérique ou politique, mais il y a des injustices extrêmement profondes, structurelles, systémiques. On se rend compte qu'on ne peut pas continuer à brûler autant d'énergie que ce qu'on fait. Et donc, moi, je vois vraiment les données et l'IA comme étant un outil très puissant pour nous faire réaliser collectivement qu'il y a des comportements et des résultats qui ne peuvent pas perdurer. Alors, c'est une transition parfaite parce que ça allait être un des sujets que je voulais emmener, c'est est-ce que l'IA, mais vraiment au sens large, donc, et c'est surtout le potentiel de ces technologies et de la donnée, est-ce que ce n'est pas le moment de changer les règles, de changer les indicateurs et d'apprécier finalement la performance de l'entreprise différemment et de redescendre ça sur nos fonctions achat et supply chain, sur, OK, il faut contenir les coûts, il faut faire des savings, mais il faut faire autre chose peut-être. Et est-ce que ça ne va pas répondre avec justement cette nouvelle génération qui a d'autres attentes et qui, à un moment, il y a un enjeu de rétention et d'attraction des talents, enfin, ça télescope d'autres contraintes. Alors, je pense qu'il y a deux choses, et peut-être pour faire le pont avec le point précédent, tu demandais la question de est-ce qu'on peut être drivé par autre chose que la nécessité. Peut-être que pour les entreprises déjà bien établies, la nécessité va être un sujet. Pour le coup, je pense que sur les organisations un peu moins mûres, on va peut-être avoir des sauts de génération, et que la génération dans laquelle, ou le niveau de maturité dans lequel se trouvent les organisations actuelles, et où il y a une révolution copernicienne de la donnée à faire, en fait, les nouvelles organisations vont être... on parle des digital natives pour les gens qui sont nés il y a 25 ans et qui sont nés avec un téléphone dans la main, ce qui n'est pas notre cas à nous. Peut-être qu'on va avoir des data natives, et ce que disait Emmanuel sur le data literacy, c'est peut-être ça. Peut-être que les générations qui arrivent vont avoir ça ancré en elles. Et du coup, en fait, il n'y a même pas de transition à opérer parce qu'ils sont nés là-dedans. Donc peut-être que là, effectivement, on va avoir un changement de paradigme où la donnée sera déjà au cœur de tout, et donc on va changer les critères d'évaluation. Du coup, sur qu'est-ce qui change pour demain, il y a 6 mois, il y a eu cette nouvelle de ce think tank mondial avec les 50 plus grands patrons qui ont décrété que le shareholder value, la valeur pour l'actionnaire, n'était plus le seul principe directeur que doivent suivre les entreprises, c'est le stakeholder value. C'est qui sont les gens qui ont un enjeu dans l'activité des entreprises, c'est plus l'actionnaire. Et du coup, c'est là où on commence à petit lever un peu un coin du mouchoir, et on voit qu'il y a le bien public derrière l'action des entreprises. Donc, clairement, on est là-dedans. Alors après, comment on mesure le bien public? Je pense que Emmanuel aura certainement de bien meilleures idées que nous. Mais côté achat, c'est déjà, est-ce qu'on est un bon citoyen
Est-ce qu'on traite nos fournisseurs comme des êtres humains? Est-ce qu'on leur parle correctement? Est-ce que quand ils nous rendent un service, on les paye dans les temps pour les services? Donc c'est des aspects, ça revient à la base, mais c'est finalement du bien vivre ensemble. Et ça peut paraître basique, mais je pense que c'est important. Et petit à petit, ça va nous permettre, ça va devenir un indicateur de performance parce que derrière, ça va ouvrir la voie à tout un ensemble d'autres choses un peu plus intéressantes. Et Didier, vous parliez de votre modèle de maturité. Ça rentre en ligne de compte, ce genre d'éléments, dans le modèle de maturité? L'outil de mesure de maturité, moi, que je me suis construit dans ma dernière expérience dans le groupe Atalian, en tant que directeur des achats, pour mesurer 33 pays, vous voyez. Donc, je l'ai fait en anglais, je l'ai en français, mais c'est sûr, il n'allait pas aussi loin que ça. En revanche, il était méthodique et rigoureux et il permettait de passer du temps, d'abord à expliquer l'outil avant. Je pense que ça passe aussi par une explication et un relationnel. Et puis, bon, moi, je n'étais pas l'auditeur, j'étais le boss. Hein. Donc, en général, c'est des consultants qui viennent faire ça, puis après, ils refilent le zinzin au patron en disant maintenant, allez leur dire les choses vilaines. Là, moi, j'ai décidé de le faire tout seul en direct. Et c'est là où, en fait, il se passe quelque chose aussi. Hein. Ça veut dire que je l'ai fait, entre autres, aux États-Unis, vous voyez, chez les Trumpistes. Hein. Je peux vous assurer que quand vous, avec un outil sérieux, cette histoire, elle est vraie, elle est authentique. Quand le matin, je démarre avec un petit outil, alors très méthodique, hein, sur les 5 chevrons de la fonction achat, avec 34 questions, une pondération, pour pouvoir en sortir le midi avec une évaluation de 0 à 10 sur le niveau de maturité de l'entité concernée. Voilà. À l'état de l'art, en intégrant un outil prédictif pour identifier et traiter les risques. Ça va loin, là, puisque là, on est avec l'IA va nous aider à tout ça, puisque ça va être de l'analytics et ça va faire tourner la sphère tellement vite qu'à un moment donné, il va ressortir un jus qu'on va pouvoir exploiter. Eh bien, 2,5, allez expliquer après, il y a un problème comportemental. 2,5 sur 10, responsable américain de ma société, il me dit, moi, je vous file madame tout de suite parce que c'est pas bon. On a dit, mais non, il y a une opportunité extraordinaire. C'est par rapport à un modèle, par rapport à une évaluation. Derrière, c'est les comportements entre les gens qui vont faire la différence. Hein. Enfin, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je fais confiance à l'humain quand même, hein, quelque part. Vous savez pourquoi? Parce que de toute façon, les chefs d'entreprise, même si à un moment donné, ils restent au fond d'eux-mêmes l'idée de faire que de la marche, il faut d'abord qu'ils survivent. Et aujourd'hui, quand on reprend, je reprends toute l'étude qu'avait fait Davigny en 94, en 99, en 2010, ce chercheur-là qui a beaucoup travaillé sur l'hypercompétition, l'instabilité de l'environnement, le déséquilibre permanent de l'offre et de la demande, le caractère éphémère de l'avantage concurrentiel et enfin la destruction des positions établies. Mais c'est tout à fait ce qu'on vit aujourd'hui. Et là, mais uniquement pour cette raison-là, je pense que ça va faire bouger les gens. Parce que là, le boss, et ce n'est pas le patron des achats, lui, il est à la tête, et si derrière, vous savez, c'est comme vous monitorez avec un engin électronique, si sur ces 7 potards-là, il ne les règle pas correctement, il va être rayé de la carte. Et rien que pour ça, alors qu'il soit gentil ou pas gentil, mais rien que pour ça, il va peut-être bouger. Avec une génération qui arrive, probablement beaucoup plus préparée et positive qu'avant. Vincent, une petite conclusion pour nous laisser le temps de faire quelques questions-réponses. Ouais. Plus qu'une conclusion, est-ce qu'on peut faire un peu de science-fiction? Et demain, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'acheteurs dans les entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas des robots qui les remplacent à 20, 30 ans? Alors j'espère qu'il y aura des robots pour gérer les bons de commande. J'espère qu'il restera des acheteurs pour discuter avec les fournisseurs et trouver des solutions. Et j'espère que les discussions, elles auront lieu sur des choses qui ont de la valeur et du sens, parce que tous les problèmes techniques et opérationnels, ils auront été traités par des algorithmes. Et du coup, l'acheteur, c'est l'interface entre les besoins de l'entreprise et son marché et les fournisseurs.
Et le vrai acheteur, il amène de la valeur quand il va trouver le bon fournisseur où qu'il soit et qu'ensemble, ils arrivent à construire la bonne solution qui était peut-être pas au catalogue du fournisseur. Donc pour moi, la promesse de l'IA, c'est de libérer tout le temps de l'acheteur pour qu'il puisse se concentrer à ça et uniquement à ça. Vous partagez, Didier ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire, si le robot, il est capable d'identifier tous les risques possibles et inimaginables, les identifier, mais surtout de trouver et d'afficher des solutions pérennes, crédibles, pertinentes, pour traiter ce risque. Et puis qu'en plus, alors lui, je n'ai pas de souci avec le robot. Puisque le robot, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que dans une relation collaborative pour partager le risque, il faut se dire la vérité. Un robot, il ne peut dire que la vérité, à moins qu'on lui apprenne à mentir. C'est pas possible, les lois de la robotique d'Asimov l'interdisent. Ok. En quelques mots, du coup, on voit bien qu'au-delà de la transformation digitale et de l'IA, il y a surtout un sujet, en fait, peut-être de mindset, de culture d'entreprise, et que quoi qu'on veuille faire et où qu'on veuille aller et comment tirer le mieux parti de tout ce nouveau potentiel et de ces données opérationnelles qu'on va pouvoir mettre sur la table, il y a un vrai changement de paradigme et un qui reste conduit par la nécessité et qui va aussi quand même être poussé pas mal par les nouvelles générations qui attendent autre chose que ce que nous, peut-être, on a pu attendre il y a quelques années, parce qu'on voilà, on a des cheveux blancs, mais aussi de ce qu'ils attendent de leur entreprise, de leur employeur et des marques aussi auprès desquelles ils consomment. En tout cas, merci à tous les trois. Merci Emmanuel, malgré la distance, pour la fluidité du discours. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Très bien, j'ai le micro et l'espace discussion est ouvert. Vous avez des questions ? Est-ce que dans la salle, il y a des étudiants qui veulent devenir des data scientists ? Non, ça vous fait peur ? Merci. Justement, ma question est très liée à ça. En fait, c'était par rapport à la fameuse enquête CNA. Je voulais savoir quelles étaient, pour le coup, les principales attentes des acheteurs qui arrivent sur le marché. Là, ça rejoint un petit peu... Alors, c'est un flash que je vais vous donner parce que ça m'a marqué et ça correspond, ça rejoint à ce que disait Pierre. Pierre, oui. Les acheteurs, ils ont besoin surtout d'être considérés, et puis ils peuvent être, c'est formidable, ils peuvent être aussi impertinents. C'est-à-dire qu'on était assez obéissants, nous, quand même. Là, la génération d'acheteurs, elle est pas toujours obéissante, mais bon, justement, c'est ce qui lui donne toute sa valeur et son pet, c'est son intérêt. Donc ça, moi, je l'ai vu ressortir dans les attentes des acheteurs. Et c'est assez intéressant, le 19, j'en profite, le 19 décembre, puisqu'on organise le forum des achats collaboratifs à Angers, national, c'est-à-dire que c'est pas le forum des achats publics local, mais national, ça sera à Angers, et il y a ce qu'on appelle l'après-midi, un regard d'expert, et on va parler justement de tout, de ces évolutions de profil à partir d'une enquête assez pointue, qu'on a commandité avec un prestataire là. Donc oui, quand même, ce qui ressort de l'enquête Agile Buyer de janvier surtout, au post-Covid, on n'a rien vu de particulier dans ce domaine-là, puisqu'on a fait 2 fois l'enquête et tout de suite après le Covid. Et non, il y a un profil complètement différent et ça rejoint ce qui se disait. Les gens, ils ont besoin de savoir pour qui ils bossent et en plus que ça corresponde à leurs valeurs. C'était pas obligatoirement... pensez quand même, nous quand on a démarré, ça fait vraiment vieux Shiban et naphtaline. Mais, non, c'était hier. Mais moi, c'est 1974 ou 75. Je peux vous assurer qu'on n'avait pas du tout de problème d'emploi. Et moi, quand j'ai eu cette chance de sortir de l'IMI de Bordeaux en master, mais là, il y avait des offres d'emploi de partout. Donc, vous ne raisonnez pas tout à fait de la même manière. Là, même avec de l'attention de l'emploi, la jeune génération d'acheteurs garde ses valeurs, ses principes et son envie. C'est bien ça.
Ouais, moi, on a un peu regardé aussi de notre côté. La quête de sens est essentielle et va même prévaloir sur le salaire. Oui. Pour bon nombre, pour le 80% de la population. Oui. J'ai une question pour M. Lapré. On aura un keynote closing des États-Unis de l'éditeur Ipaglia. Oui. Par rapport à votre solution et votre plateforme, est-ce que vous êtes déjà prêt à intégrer l'IA et la proposer à vos clients? Sinon, est-ce que vous faites des projets et vous l'intégrerez quand? Dans une perspective de 6 mois, 2 ans, 3 ans dans vos solutions? Alors donc, je vais faire une réponse en 2 temps. Le premier temps, c'est nous, ce qu'on fait dans Per Angusta, c'est qu'on permet à nos clients et à nos utilisateurs d'établir leur feuille de route achat en disant, bah voilà, cette année, voilà l'intégralité des projets qu'on va mener, voilà ce que ça représente et voilà quel va être, selon nous, l'objectif de contribution qu'on va ramener. C'est comment est-ce qu'on arrive à piloter l'avancée de ces projets pour s'assurer qu'ils arrivent. Donc maintenant, je vais répondre à votre question. On n'a pas encore d'IA directement dans la plateforme parce qu'on a, pour être clair, on n'a pas encore trouvé le moyen de prédire ou de benchmarker une contribution attendue. J'en parlais à midi. On a 2 clients qui font tous les deux 15 milliards. Il y en a un qui fait du luxe, il y en a l'autre qui a des magasins de bricolage. Quand ils vont acheter 3000 PC, est-ce que, même si on en avait 20 comme ça, est-ce qu'un benchmark là-dessus, ça aurait du sens? Peut-être, mais on n'a pas encore trouvé la clé. En revanche, on se connecte à tout un ensemble d'autres solutions qui, pour le coup, font un usage intensif de l'intelligence artificielle. On a travaillé avec un partenaire anglais. Ils font de l'analyse des données, ils font de la classification, de la normalisation de données de dépenses. On a travaillé avec eux, parce qu'on a la moitié de l'équipe chez nous qui a fait des achats, et on a travaillé avec eux en leur disant, bah voilà, nous, quand on voit de la donnée de dépenses, voilà comment on réfléchit pour trouver des opportunités de consolidation, d'optimisation, de réduction, bref. Et ils ont commencé à modéliser tout ça pour, derrière, avoir une espèce d'identification en continu, basée sur du machine learning et des algorithmes, d'opportunités. Pour que derrière, un acheteur dise, ça, c'est pas une bonne idée, ça, c'est peut-être une bonne idée, et ça, ok, je pense qu'on va pouvoir le faire sous 6 mois et qu'on va pouvoir économiser temps. Donc on intègre ça comme source d'alimentation. On le fait pour identifier des fournisseurs. On parlait de Silex ce matin. On est intégré avec Silex parce que quand on lance un nouveau projet, on ne sait pas qui sont les fournisseurs. Bon, on va chercher Silex. Nous, ce qu'on va chercher à faire, et on a recruté quelqu'un qui va pouvoir nous aider à faire ça, c'est de commencer à faire de la détection de patterns. On a 50 projets achats en ligne avec 500 acheteurs dans 30 pays. Peut-être qu'on va pouvoir commencer à faire émerger des tendances. Et c'est ça qui sera intéressant. Et probablement que l'algorithmie va nous permettre de faire ça. Donc aujourd'hui, nous, on est plutôt des consommateurs, des orchestrateurs du résultat d'autres intelligences artificielles, mais on garde l'acheteur vraiment au centre du dispositif. Et demain, peut-être qu'on se servira de ça pour guider son activité. Mais c'est quelque chose dont on avait parlé dans la préparation avec Vincent. Avant de commencer à mettre, sur nos sujets, je pense, avant de mettre de l'intelligence, il faut déjà savoir ce qu'on fait. Et là, on va pouvoir commencer à entraîner des modèles de machine learning pour en tirer quelque chose. Mais si on ne sait pas où on va, on peut faire du deep learning, du unsupervised, machine learning, toutes ces choses-là. On n'a pas la masse de données pour faire ça. Je voulais juste rajouter quelque chose en complément de ce qu'a dit Pierre, où moi je le prends à l'envers un peu, parce que dans cette enquête étape 2, la post-Covid, j'avais introduit une question, parce que moi aussi, la digitalisation, surtout la digitalisation, j'en étais pas obligatoirement en l'IA parce que j'en ressentais pas le besoin immédiat, c'est-à-dire à court terme. Mais j'ai lancé cette question-là. Vous appuyez-vous sur un outil prédictif complet d'identification et d'élimination des risques pour toutes les familles d'achats et secteurs d'activité? D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont répondu les gens en face? C'est-à-dire je parle en France, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu répondre en pourcentage de ça me plaît ou ça me plaît pas? Alors, je vais tout de suite au résultat. À 46%, j'ai pas du tout cet outil, mais je vais mettre en place cet outil si on m'en donne la possibilité. D'accord? Après, oui, mais il faudrait... J'ai quelque chose... Alors, vous voyez, et ça correspond aussi à ce qui se passe sur le marché. Vous
Vous savez qu'aujourd'hui, je crois qu'Ecovadis a travaillé surtout sur la responsabilité sociétale et environnementale, mais c'est loin d'être un outil complet puisqu'il ne traite pas l'opérationnel. J'en ai parlé avec les gars d'Ecovadis, ils me disent ben ouais, l'opérationnel c'est un trou dans la raquette, mais ce n'était pas ce qu'on cherchait nous. Voilà. Et derrière, il y a des gens qui répondent à 28%. Oui, moi j'ai quelque chose, probablement ceux qui ont un truc RSE, mais il faut absolument ajouter quelque chose qui complète. Voilà ma réponse. Ça veut dire l'IA oui, mais est-ce que c'est si important que des gens la développent en ce moment alors qu'on a peut-être un trou dans la raquette en intermédiaire par rapport à notre niveau de maturité actuel? Moi, je parle en praticien, hein, en utilisateur. D'autres réactions dans la salle? Alors, avant de éclairer M. Lapré, parce que votre taxi vous attend, c'est déjà confirmé. Merci. Rapidement, une question sur la... Là, on a discuté de la gouvernance, la culture, les différentes résistances au changement. Si on parle un peu de la gestion de projet, est-ce qu'on gère un projet IA de la même façon qu'on gère un projet ERP, un projet supply chain, un projet achat? Non, s'il vous plaît. Dites-nous, alors... Encore une fois, on est tellement en train de défricher que on a besoin d'avoir des approches itératives. Et surtout, on a besoin d'avoir une approche itérative parce que si on veut tout de suite décrire le futur et mettre en place un projet pour que le futur arrive, là, on est dans un mode de projet ERP et ça ne marchera pas. Donc, il faut définir des objectifs beaucoup plus modestes. Et surtout, et là, on revient sur la question de la culture. Alors là, ce n'est pas la culture de la data, c'est la culture de l'échec. Et il va falloir être prêt à échouer 4, 5, 6 fois pour réussir une fois. Et on a une révolution copernicienne à faire dans les entreprises pour se dire que on va mettre de l'argent et du temps dans des choses qui sont importantes. On ne connaît pas le résultat. On ne sait pas si on va en avoir un. Et on sait qu'on va prendre 2-3 gamelles sur le trajet. Donc, clairement, gestion de projet d'une initiative comme ça doit être hyper itératif et ça doit être des petites équipes pluridisciplinaires. C'est quelqu'un du business, un data scientist et probablement quelqu'un qui est capable d'avoir une vision un peu transverse. On les met dans une pièce, on secoue, on leur donne 2 mois et on voit ce qui sort. Et en complément, une vision qui est partagée par un sponsor fort qui va être prêt en fait à servir de bouclier pour justement laisser l'équipe échouer. Et également, peut-être, parce que le chemin va être particulier, et c'est ce que dit Pierre, hein, il faut y aller par petits pas. On peut penser grand, mais il faut ensuite y aller vraiment par petits pas. Et il faut, en plus de s'autoriser à échouer, il faut qu'on arrive à s'autoriser à trouver autre chose en route. Et finalement, se dire que le but visé, c'est peut-être on n'y arrivera pas, ou finalement ça sera trop long, trop cher. Mais en fait, on a trouvé tellement d'autres choses sur la route que finalement, il y a déjà des bénéfices. Et autant prendre cela. Mais par rapport à certaines... on fait régulièrement des comités de pilotage avec les clients. Leur dire qu'on est arrivé... qu'on a fait autre chose par rapport à ce qui était prévu, c'est pas simple, parfois, à valoriser. 2 réactions, pardon. Ad Augusta, per Angusta. Vers les sommets par des chemins étroits, c'est exactement ça. La route, elle est compliquée. Et l'autre chose, c'est clair que l'objectif, c'est une chose, mais il faut se rappeler qu'il y a 530 ans, il y a un gars qui cherchait les Indes et qui a trouvé l'Amérique.